C'est parti. Bonjour Ethan, Bonjour, Henri. comment vas-tu? Ça va super. Et toi, comment ça va à La Réunion? Ah ben super bien, écoute, ça pourrait pas aller mieux. C'est pas la réunion qui va bien, c'est moi. J'ai décidé une fois pour toutes que Ah, j'allais bien et du coup, ça marche. Est-ce que ça tu peux marche nous très dire, bien comme ça. ça marche très bien comme ça. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui tu es pour ceux qui ne te connaissent pas encore, s'il te plaît? Alors moi, je suis Ethan Pingot. Je suis le créateur et fondateur du blog Fourmi Story, qui est une communauté d'auteurs. L'idée, c'est vraiment d'aider les auteurs auto-édités à publier leurs livres et puis surtout à faire la promotion de leurs livres. Alors moi, comment j'ai commencé? J'étais architecte d'intérieur. J'avais donc une entreprise et le métier ne me plaisait plus. Travailler avec les clients, ça devenait un enfer. Je travaillais plusieurs heures par jour sur des dossiers. Et les clients étaient devenus pires que des patrons, comme on dit souvent. Et donc, du coup, j'ai totalement arrêté avant de faire un burn-out. Et puis, je me suis remis en fait à écrire, qui était une de mes passions avant. Et puis, à ce moment-là, j'étais au RSA. C'était un peu compliqué, mais c'était par choix. En fait, c'était que je voulais vraiment plus euh, travailler pour quelqu'un et je voulais plus, si tu veux. Avoir à dépendre de clients trop pénibles et travailler durant des heures et pas pouvoir profiter de ma vie, pas pouvoir faire ce que j'aime. Donc, je suis tombé comme ça, un peu par hasard, dans le monde de l'auto-édition. C'est mon frère qui m'a dit, si tu veux, pour retrouver un petit peu l'envie, et le goût de vivre, de faire autre chose, écris une histoire par jour, une petite nouvelle, écris une petite nouvelle, et puis ça va t'aider, tu vois, par l'écriture à revenir un peu à toi. Et donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai écouté, j'ai commencé à écrire des histoires. Alors, c'était des histoires pour enfants, des histoires de fiction, un peu tout ce qui me passait par la tête, tous les sujets, et puis au début, on m'a dit que c'était plutôt pas mal, et puis du coup, j'ai continué, et puis de fil en aiguille, on m'a dit, pourquoi tu ne dépluies pas? Donc j'ai dit, là, c'est plus du tout le même niveau, quoi. Tu vois, il faut commencer à publier son livre, il faut trouver des solutions. Donc de là, je me suis rentré un peu dans le monde de l'auto-édition, dans le blogging. J'ai découvert les têtes d'affiche de l'époque. C'était donc en 2017-2018. Et puis, du coup, j'ai créé mon propre blog et je me suis dit, si je veux réussir dans ce milieu, si je veux vivre de l'écriture, il va falloir que je charbonne et que j'apprenne. Et la meilleure méthode pour apprendre, celle que j'ai toujours su, c'était si tu veux, de passer à l'action. Avant de se former, oui, il faut se former, mais il faut aussi étape par étape passer à l'action parce que à force de se former, de se former, de se former, on accumule des connaissances, mais finalement, les connaissances, on ne les met pas sur le terrain. Donc, à ce moment-là, j'ai commencé en publiant une petite nouvelle par mois, c'était des micro-nouvelles. Donc, j'ai commencé comme ça à créer ma propre communauté. Et puis, j'ai fait l'erreur que tout le monde fait, si tu veux. J'ai commencé à parler d'écriture, j'ai commencé à parler d'auto-édition, d'ISBN, tout ce genre de choses, des choses qui ne sont pas du tout, si tu veux, les sources d'intérêt des lecteurs. Et donc, du coup, j'avais peu de lecteurs, mais beaucoup d'auteurs qui me suivaient. Et donc, petit à petit, c'est comme ça qu'a grandi le blog de Fourmi Story. Et puis, de fil en aiguille, en fait, les gens m'ont demandé, ah, comment tu fais ça? Comment tu fais tes couvertures de livres? Comment tu publies tes livres en ligne? Comment tu mets en page, etc. Et donc, j'ai continué de publier des articles. Et puis, le blogging ne m'a plus trop intéressé parce que c'était très énergivore, fallait faire du SEO, du référencement naturel pour ceux qui ne connaissent pas le terme. C'est quelque chose qui est pas forcément très complexe, mais qui est plus technique et moi, ça ne m'intéresse pas, tu vois. Et donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que comme mes nouvelles
j'ai commencé à écrire un mail quotidien, tu vois. Donc, du coup, écrire un email chaque jour pour les lecteurs de mon blog à l'époque, puis d'autres auteurs au fur et à mesure. Et ça a super bien marché. C'est comme ça que j'ai donc développé ma communauté. Et maintenant, je vis de cette activité en écrivant des petits livres sur l'auto-édition. D'accord. Ouais, Alors, voilà. je reviens à l'instant sur ce que tu expliques, parce que je pense que c'est vraiment très important. Tu étais parti dans l'idée de créer au départ une communauté de lecteurs et tu t'es rendu compte que c'était les auteurs qui te suivaient et finalement tu t'es retrouvé en train d'animer une communauté d'auteurs. Exactement. Donc ça a été une très très grande erreur parce que du coup, effectivement, c'est une erreur qu'on fait souvent, mais finalement, ça m'a permis de trouver une nouvelle voie, un nouveau métier et finalement de pouvoir aussi vivre de ma passion j'ai toujours aimé enseigner, si tu veux, c'est parti de là, c'est que finalement, de fil en aiguille, on m'a posé des questions et généreusement, j'ai offert ce que j'apprenais. En fait, l'idée de mes emails, c'était pas du tout d'enseigner dans le genre, voilà, je suis un expert et je vais vous apprendre ce que je sais. Plutôt, viens et apprends avec moi ce que j'apprends petit à petit et on va faire un bout de chemin ensemble. Et du coup, oui, je me suis mis à faire ça, à proposer des coachings, à proposer notamment des couvertures de livres parce que j'étais architecte d'intérieur et des gens m'ont dit que mes couvertures de livres étaient super. J'ai forcément fait des études qui m'ont permis d'être assez doué en graphisme et donc du coup, j'ai développé aussi ce talent et petit à petit, j'ai appris la vente, le marketing, comment faire sa promotion en ligne et tout un tas de sujets dont je parle dans mes formations, dans mes emails, etc. D'accord. Mais tu t'es pas perdu un peu dans ce processus, c'est-à-dire que Ethan, l'auteur, il est devenu quoi là? Parce que ça te permettait de continuer à écrire en même temps tes fictions, tes histoires? Ou pas du tout? Alors, du coup, j'ai continué d'écrire pour des magazines. C'est quelque chose que je fais encore régulièrement, des histoires pour enfants pour des magazines. Mais effectivement, ça fait un bout de temps que j'ai pas publié de livres pour moi-même, que ce soit des livres pour la fiction ou des livres de non-fiction. J'ai publié quelques petits e-books sur l'auto-édition. Mais c'est une démarche que je suis en train de refaire actuellement, c'est-à-dire que effectivement, je me suis un peu perdu dans l'histoire. Ça n'a pas été quelque chose de négatif parce que maintenant, je suis indépendant financièrement, je vis de mon activité, je suis plus au RSA. Je travaille très peu parce que je me suis organisé de façon à travailler seulement 2 heures par jour. Donc, ça me laisse du temps pour vivre ce que j'ai toujours voulu. Et du coup, maintenant, je vais entamer le processus de me remettre vraiment à l'écriture et cette fois, de créer une véritable communauté de lecteurs. Mais en fait, ça m'a permis de faire des erreurs, si tu veux, de faire beaucoup, d'échouer dans certaines choses de mon activité et de comprendre ce qu'il faut faire et de comment les remettre en place. Et donc ça, c'est très intéressant aussi. D'accord. Et donc, on va rentrer dans le vif du sujet, puisque ça va intéresser beaucoup les auteurs qui sont là, qui vont écouter ce que tu as à dire. Comment tu vas t'y prendre pour créer cette communauté de lecteurs alors? Maintenant que tu Alors, sais ça. la première étape, c'est en fait pour moi de faire une introspection de soi sur le genre littéraire qu'on veut écrire et de bien définir son message. C'est quoi qu'on veut apporter au lecteur? Ça marche, que ce soit pour de la fiction ou de la non-fiction. C'est qu'est-ce qu'on veut partager? C'est quoi le fil rouge? C'est quoi qui va intéresser nos lecteurs? La deuxième étape, c'est, si tu veux, d'aller chercher tes lecteurs là où ils sont. Ils sont où généralement? En fait, soit actuellement, on travaille sur les réseaux sociaux, donc ils sont sur un réseau social spécifique. Par exemple, Facebook, c'est un réseau social où il y a une certaine catégorie de population d'un certain âge. TikTok, par exemple, c'est peut-être un peu plus jeune est plus dynamique que Facebook. Donc, quelle cible on vise? Et, cette cible, elle est où actuellement? En fait, elle est chez nos concurrents.
C'est chez les auteurs concurrents du genre littéraire. Moi, j'aime bien dire que les concurrents, c'est pas des concurrents, si tu veux, c'est des collègues avec qui on peut travailler. Concurrent en latin, ça veut dire courir avec, hein, l'étymologie. Donc, c'est pas quelque chose de négatif. Et donc, bah, contacter en fait ces personnes qui sont déjà bien implantées dans le milieu, qui ont déjà une communauté, et de faire fructifier cette communauté ensemble. Alors comment? Bah, par exemple, en chroniquant leurs livres, en faisant une interview comme on est en train de le faire maintenant, ou en faisant des lives ou des promotions croisées pour les livres, ou des échanges d'articles sur le blog. Ben, il y a plein de possibilités. Inviter quelqu'un, par exemple, je sais que toi, tu as un groupe Facebook, peut-être inviter quelqu'un à faire un live sur ce groupe, ou ce genre de choses. Il y a vraiment quelque chose à faire, et en fait, la difficulté, c'est de passer de 0 à 1. Et après, une fois qu'on est passé de 0 à 1, de passer de 0 à 100, de passer de 0 à 1000, de passer de 0 à 10 000 inscrits, c'est beaucoup plus simple parce qu'on connaît les méthodes. Donc, pour moi, ce serait ça les premières étapes. Donc, comment je vais faire, moi, très prochainement, c'est que je vais lancer des livres de non-fiction. Donc, je vais m'implanter principalement sur YouTube. Pourquoi sur YouTube? Parce que il y a beaucoup de gens qui sont dans cette thématique, dans le développement personnel, dans les guides, un peu dans le DIY, le how to, donc comment faire quelque chose, comment atteindre quelque chose. Et la première chose que je vais faire, c'est interviewer des personnes, proposer ça sur ma chaîne YouTube, aussi chroniquer des livres de mon genre littéraire, et puis développer une communauté à partir de ça, et petit à petit les transformer donc en personnes plus intéressées, ce que j'appelle donc les vrais, les fans, donc ceux qui vont finalement à la fin acheter ton produit. Mais ce que je dirais, si tu veux, c'est plutôt d'y aller par étapes et d'expliquer ce que tu es en train de faire, de dire, voilà, je suis en train d'écrire un livre, et bah, j'ai envie que vous m'aidiez à l'écrire, ce livre, et donc bah, les faire participer de différentes façons. Il y a des tonnes de façons d'animer une communauté, et donc petit à petit, de faire en sorte que les personnes soient réellement impliqués dans le sujet, et puis bah, leur vendre ton produit au final, et continuer de développer ta communauté comme ça. D'accord. Et alors, la façon la plus simple, la page auteur dans Facebook, par exemple, est-ce que c'est une bonne façon de commencer? Parce que tout le monde ne va pas se lancer à faire des vidéos YouTube. Il y a énormément de réserves de la part des gens. Tout le monde ne se sent pas autorisé à mettre son visage en ligne pour tout le monde, et ni à poser des questions aux uns et aux autres. Donc, ça va concerner très peu d'auteurs, en fait, ceux qui vont passer d'emblée ce cap-là. Toi, tu y vas parce que tu as une formation de blogueur, et donc tu as derrière toi tout un passé de communicant, et maintenant la technique qu'il faut. Tu sais pourquoi exactement ce que tu fais, quand tu le fais, pourquoi tu le fais, etc. Ce n'est pas le cas d'un auteur qui vient de terminer son bouquin, qui l'a mis en ligne quelque part, et qui va essayer maintenant de trouver des lecteurs. Donc la chose la plus facile à faire pour lui, c'est quoi? Créer sa page auteur déjà, créer son site, créer quelque chose qui va être une vitrine. Pour moi, oui, si bah, il est à l'aise sur Facebook, s'il a déjà sa page auteur, je pense qu'on est des milliers ou des millions à avoir sa propre page personnelle. Il n'y a même pas besoin de créer une page auteur, je pense, parce que les pages auteurs ont très peu de visibilité maintenant. Les algorithmes de Facebook sont un peu cassés sur les pages. Enfin, il y a très peu de traction, c'est très difficile, alors que les profils personnels marchent très très bien. Et pourquoi? Parce que en fait, Facebook a privilégié les particuliers, parce que leur système fonctionne avec la publicité, et donc bah, ils visent les particuliers avec des produits, des publicitaires. Et donc, si les pages auteurs et le contenu organique fonctionnaient pour les entreprises, bah, ça ne les pousserait pas à dépenser en publicité pour aller viser ces particuliers qui pourraient acheter leurs produits. Donc, du coup, les profils Facebook marchent extrêmement bien, mais les pages auteurs ou les pages en général, les pages
professionnel Page ne professionnelle, marche oui. pas très bien. D'accord. Ils vont pousser aussi la création des groupes parce que la création des groupes, ça amène des tonnes de personnes à parler d'un sujet en particulier. Et donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant pour le ciblage de publicité. Donc du coup, les marketeurs, les publicitaires, les grandes entreprises, elles vont pouvoir avoir une cible très précise dans un groupe. Et donc, du coup, ça permet à Facebook de proposer des publicités qui sont beaucoup plus chères. Donc, en fait, pour moi, si tu veux, avant de s'installer sur un réseau social, il faut, comme je l'ai fait, un peu décomposer son fonctionnement et voir dans la logique des choses comment eux ils font pour générer de l'argent et qu'est-ce qui les intéresse sur ce réseau social. Et ça va permettre en fait de développer sa communauté. Ça peut être sur Facebook, ça peut être sur Instagram, ça peut être sur TikTok, peu importe. C'est toujours un peu le même modèle, il fonctionne avec de la publicité. Et donc, pour moi, le plus simple, si on part d'un auteur qui n'a rien d'autre que son Facebook, le mieux, c'est de faire sur son profil directement. Et donc, du coup, il part de son profil, il le pimpe un peu pour que ça semble un peu moins euh, privé, un peu plus auteur, mais en fait, il a déjà une base d'amis, et donc, du coup, ça va permettre déjà de lancer son activité, hein, de lancer au début quelques petites promotions, quelques lancements pour commencer à toucher du monde. Et puis petit à petit, moi je dirais de publier, comme on ferait un petit blog ou de partager par exemple où on en est dans son écriture, partager par exemple sur le sujet littéraire, si on écrit des livres fantasy, par exemple, parler de nains ou de dragons ou des choses qui vont intéresser nos lecteurs, tu vois. Parler de soi, parler de son processus créatif, parler principalement en fait de ce qu'aiment les lecteurs et je ne sais pas, par exemple, dans quel sujet littéraire tu es toi avec ton livre? J'ai plusieurs casquettes. Moi, celui qui est en cours de cherchage de maison d'édition actuelle, on va dire qu'il est plutôt dans le registre du conte philosophique, mais enfin, on peut y croiser un dragon qui parle, un buisson qui se déplace. Enfin, il y a un certain nombre de choses. Disons que ouais, c'est du conte philosophique, et puis finalement, à la fin, on s'aperçoit que ce qu'on croyait avoir lu n'est pas tout à fait ce qu'on pensait. Mais donc, c'est un peu un Avec objet une morale hybride. un peu. Voilà, c'est un peu un objet hybride. Mais comme souvent, les premiers, c'est le premier que j'aboutis parce que j'ai décidé de me consacrer dessus parce que c'est le premier que j'avais commencé. Donc, j'en ai d'autres après en cours. Mais voilà, c'est dans une C'est autre top. registre. Voilà. Mais tu vois, enfin, déjà, quand tu parles de ton livre, tu sais ce qu'il y a dedans, tu sais ce qu'il compose, tu sais les personnages qui l'habitent. Donc, du coup, parler de tout ça va te rapprocher, si tu veux, de tes lecteurs. Donc, faire, je sais pas, comme des mini-blogs. Si on travaille à côté, si on a un emploi chargé, c'est pas la peine de publier tous les jours. Mais moi, je propose souvent le contenu quotidien, pas du contenu qui est complexe, long, technique à mettre en œuvre comme un article de blog de 10 000 mots avec du référencement, etc. Enfin, c'est trop long, mais publier un court texte de 200 mots avec une belle illustration et puis un appel à l'action à la fin pour dire, voilà, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous abonner à cette page Facebook et à partager à vos amis qui s'intéressent à ce même sujet. Et puis, petit à petit, développer sa communauté. Moi, ce que je conseillerais ensuite, c'est de quand même créer une newsletter, même si ça paraît complexe au début. Je pense que c'est important de le faire assez rapidement et d'inviter les gens à s'inscrire à sa newsletter. Alors pourquoi? Parce que Facebook, ce sont eux qui détiennent les amis Facebook, ce sont eux qui détiennent les clients. On n'a pas la possibilité, si un jour l'algorithme change,
si notre profil est moins bien référencé, s'il se passe quelque chose comme la coupure de notre profil personnel ou peu importe quoi, bah, on n'a plus la possibilité d'accéder à ces clients potentiels, donc à nos lecteurs. Et donc, du coup, bah, notre activité, elle est plus pérenne et ça finit par un peu péricliter à cause d'un algorithme ou à cause de quelque chose qui change. L'email, bien sûr, il n'y a pas tous les emails qui vont arriver dans la boîte mail des lecteurs. Il y en a qui vont se désabonner, il y en a qui vont arriver dans les spams, mais peu importe l'outil que tu utilises, c'est ça que je veux dire. Une fois que tu as l'adresse email de la personne, tu peux, et son consentement pour l'utiliser, bien sûr, tu peux la réutiliser pour le contacter, peu importe la plateforme que tu utilises. Donc, tu détiens, si tu veux, la possibilité de contacter tes clients, ce qui n'est pas le cas avec les réseaux sociaux. Et l'email, bah, c'est le média social qui a commencé avec Internet, hein. Ça date des années 60, les tout premiers emails. Avant même l'ère d'Internet, ceux qui étaient dans les bureaux, qui commençaient à travailler sur les ordinateurs, s'envoyaient déjà des emails. C'était une autre sorte de messagerie, bien sûr. Donc, en fait, depuis euh, presque 40 ans, 50 ans, c'est encore un média qui a de l'avenir et c'est, selon les statistiques, le média qui vend le mieux. C'est plus simple de vendre à des gens sur email qu'à des gens par téléphone, qu'à des gens sur un groupe Facebook, qu'à des gens sur Facebook ou Instagram. Pourquoi? Parce que en fait, tu rentres dans leur intimité. Euh, bah, tu crées, si tu veux, avec une newsletter, en partageant des choses intéressantes qui les intéressent, tu crées de la fidélisation et de l'intérêt euh, de la part de tes lecteurs pour ton travail. Et donc, bah, si tu veux, forcément, ça augmente le taux de vente puisque les personnes sont intéressées par ce que tu fais et souhaitent continuer avec toi pour acheter tes livres et aller plus loin dans la lecture de ce que tu écris, quoi. Et l'email, c'est un outil merveilleux. Il n'y a pas besoin d'automatiser, de faire un truc complexe avec 100 millions de pop-up sur ton site web ou je ne sais pas quoi. Il y a juste besoin de créer une landing page, on appelle ça, donc une page de capture. C'est comme un mini site web d'une seule page que tu vas mettre, par exemple, dans ton post Facebook dont on parlait tout à l'heure, à la fin, en disant, voilà, si cette publication vous a plu, bah, n'hésitez pas à la commenter, à la partager. Et si vous souhaitez bah, d'autres publications plus approfondies sur tel genre littéraire, par exemple, on parlait de fantasy, si vous voulez plus sur la fantasy, bah, n'hésitez pas à vous abonner et pas besoin de parler de cadeaux à l'entrée ou je ne sais pas quoi. Rien que le fait de juste proposer quelque chose qui intéresse les lecteurs, c'est déjà un engagement pour eux de vouloir s'inscrire parce qu'il y a quelqu'un qui va leur parler de quelque chose qui les intéresse. Pour moi, le plus important, si tu veux, c'est de vraiment travailler son message. C'est pour ça que j'ai dit ça au tout début. C'est de travailler sur ce qui va intéresser tes lecteurs. Et une fois que tu as fait ça, peu importe le canal que tu utilises, tu vas forcément avoir du trafic et avoir des clients. C'est mathématique. D'accord, ok. Et une fois que tu as fait tout ça et que tu envoies donc une infolettre régulière, là je pense que la régularité est quand même assez importante pour que les gens sachent qui tu es. Tu n'es pas obligé de leur écrire tous les jours quand tu fais une infolettre, mais bon, disons qu'une fois par semaine ou au minimum une fois tous les 15 Ouais. jours, c'est bien qu'ils aient une petite régularité qui dit tiens, voilà l'info d'Ethan, ça tombe bien, mais je vais me la mettre de côté, comme ça je la lirai tranquillement samedi en buvant mon café. Et il faut que ça devienne Exact. un espace convivial entre le lecteur et toi, en fait. Mais une fois que tu as fait tout ça, ensuite, il faut aussi que tu prennes en compte l'objet livre lui-même, tel que tu vas le créer. Donc l'objet livre, il répond à des critères bien précis, au moins dans l'imaginaire du lecteur et dans les habitudes, tout simplement, que nous avons. On a l'habitude de fonctionner avec des formats, avec un certain nombre de caractéristiques qui définissent pour nous un livre.
et on va être attiré plus ou moins vers une couverture ou vers une autre. Alors ça, je sais que tu maîtrises la question puisque justement, tu me disais que tu as fait des études graphiques et je crois que tu as réalisé pas mal de couvertures et que tu en réalises encore, maintenant encore. Mais quelles sont les erreurs à ne pas commettre dans ce domaine? Tu vas me dire faire sa couverture soi-même, mais ça, je suis entièrement d'accord dès le départ parce que c'est pas une bonne idée parce que c'est un autre métier. Mais quelles sont les erreurs terribles à ne pas commettre? Quelles sont les erreurs dommageables à la vie d'un livre en termes de couverture, format, etc. Qu'est-ce qui peut empêcher le lecteur d'acheter? Bah, déjà, premièrement, c'est logique, c'est que quand on achète un produit, ce qu'on veut, c'est que ce soit un produit qui soit fini et comme tu disais, qui réponde à une certaine norme, à certaines attentes qu'on a l'habitude d'avoir quand on achète ce type de produit. Donc ça c'est pareil pour un livre ou pour n'importe quoi, si, on achète, une pomme et qu'il y a un verre dedans, bah, on va être un peu fâché, Ah on ben va non, elle est retourner bio, chez le c'est bien, maraîcher. c'est bon. Puis ça fait des Il y aura des protéines. protéines. Il y aura des protéines dedans. Bref, tu vois? Voilà, bon, tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, quand, tu as un livre, en fait, effectivement, il y a déjà, bah, la qualité du texte, bah, il faut pas, se foutre de la gueule du lecteur qui va l'acheter. Donc la qualité du texte, ça passe par, une, bonne écriture, une, bonne plume, ça se travaille. On peut apprendre à écrire comme tout, hein. Moi, je savais pas écrire, je suis dé il y a un autre truc, c'est que je suis très nul en orthographe. Pour un auteur, ça fout mal, Non, il y en mais a plein qui sont comme toi. Il y a plein d'auteurs qui sont très mauvais, même des auteurs qui ont pignon sur rue et qui en vivent très bien, qui vendent des milliers d'exemplaires. Il y a derrière, il y a toute une maison d'édition. Il y a des gens qui sont des correcteurs et des correctrices dont c'est le métier et qui font très bien leur métier. Il ne faut pas c'est ça. s'enterrer. Mmh mh. Et c'est pour ça que j'ai dit ça, c'est que moi, je suis nul en orthographe, donc effectivement, je ne fais pas corriger tous mes emails parce que ça reviendrait très cher et que ça me prendrait trop de temps. Mais par contre, je fais corriger mes livres et ça, c'est important parce que, bah, voilà, quand tu achètes un livre et quand tu dépenses de l'argent, une infolette, c'est gratuit, mais un livre, c'est payant. Tu t'attends à ce que le produit fini, il soit, propre. Bien sûr, il peut y avoir des coquilles, des fautes qui restent, mais il faut, faire un minimum de travail. Donc il y a des correcteurs orthographiques, comme Antidote, par exemple, qui sont très bien pour commencer, mais qui sont pas, suffisants, qui laissent passer des erreurs. Donc le mieux, en fait, c'est d'investir, ben, dans un bon, correcteur d'orthographe, professionnel, un humain qui va bien Oui, faire le travail, lui. et qui va repérer d'autres choses Heu, aussi que l'orthographe aussi, qui ouais. pourra faire un retour sur d'autres trucs peut-être. Oui. Il y a quoi d'autre? Il y a les bêta lecteurs, c'est pas forcément des bêta lecteurs professionnels, mais on appelle ça les bêta lecteurs, c'est ceux qui vont lire le livre en amont avant la publication et ça, c'est une très bonne méthode d'ailleurs pour impliquer les gens de son infolettre en disant: «Voilà, si tu veux devenir, mon bêta lecteur, eh ben, tu peux, je vais t'envoyer régulièrement le contenu de mon livre et tu pourras me dire ce que tu en penses et là où tu vois des problèmes et cetera». Et ça permet de les impliquer et puis de commencer à avoir des gens qui ont, au début de faire des 1res ventes, quoi. Donc ouais, les corrections, heu, bonne écriture, bêta lecteur, je Alors, il y a dirais les bonne bêta mise en lecteurs, mais il y page. a les alpha lecteurs aussi, c'est-à-dire il y a les alpha lecteurs, ce sont ceux qui lisent en même temps que tu écris ou quasiment en fait, à qui tu envoies au fur et à Ouais, mesure. Et les bêta lecteurs, c'est tu leur ça. envoies une fois que c'est terminé ton premier jet, que tu as déjà suffisamment retravaillé dessus, en fait, que tu vois plus comment tu pourrais améliorer toi-même ton truc. Tu l'envoies à la lecture, à la bêta lecture, et tu attends les retours patiemment, mais en te rongeant les ongles. Et ça permet que les gens te disent ce que toi tu n'avais pas vu, qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris, là où ils ont décroché ou pas, parce que on n'est pas, euh, on n'est pas prophète toujours en son pays, c'est-à-dire qu'on écrit pour le lecteur, mais on ne peut pas savoir comment il va recevoir ce qu'on a à lui dire. C'est Donc on est ça. bien Mmh, obligé de le tester à un moment. Donc, il vaut mieux le tester avant de mettre le livre en vente, et c'est le boulot de la bêta lecture. Ouais, c'est ça. c'est ça. Ou même effectivement l'alpha lecture, c'est vraiment top parce que du coup, surtout pour les
les auteurs débutants pour leur premier livre, bah, ça permet d'ajuster puis de s'améliorer, quoi. C'est pas Ça peut être un même le piège, ça peut premier être livre. dangereux aussi. Ça peut être très dangereux aussi. Parce qu'il y a beaucoup de gens que ça peut décourager. Il faut Ouais, quelqu'un de très proche, il c'est ne faut vrai. pas beaucoup de monde, il faut quelqu'un de très proche et qui connaisse un petit peu les enjeux et qui soit un petit peu délicat. Disons qu'il y a beaucoup Délicat, mais d'auteurs quand qui même. préfèrent garder leur bébé, finaliser au moins quelque chose et puis le donner après, quoi. Souvent, Ouais, l'alpha donc là, lecteur, c'est souvent l'éditeur. Quand il y a une maison d'édition, c'est souvent l'éditeur qui lit des passages au fur et à mesure. Et ouais, je sinon, pense donc, que pardon, c'est oui, je te assez coupe parce que important. moi aussi, je suis passionnée, donc j'ai toujours envie. Il faut toujours que je la ramène, hein, c'est plus fort que moi. C'est bien, c'est une discussion. C'est moi qui parle trop. C'est ça. Moi Donc, aussi, je suis passionné, donc je parle trop. ben oui, c'est ça, il y a Mais toujours oui, des choses à dire. Donc, au je niveau de la dirais quoi, couverture, ouais. il y a un truc qui me tient à cœur, c'est la 4e de couverture. Parce que en Mhm. tant que lectrice, quand je suis dans une librairie ou dans un rayon livre d'une quelconque boutique ou même dans une brocante et que je regarde des bouquins, je regarde la couverture qui m'attire, je retourne le bouquin, je lis la 4e. Si la 4e me semble intéressante, parfois je l'ouvre, je feuillette un peu, je regarde un peu si le style me paraît correspondre, l'écriture me paraît correspondre à ce que j'ai envie de lire, et ensuite j'achète ou je repose dans le rayon. Donc le petit teaser de 4e de couverture, c'est une partie très importante qu'il ne faut surtout pas rater, pour Mm, moi. mm, mm. Bah oui, c'est ça, parce que si tu veux, il y a l'action, hein, que ce soit en ligne ou pas, que ce soit un clic ou attraper le livre physiquement avec sa main. La première chose, c'est qu'on est attiré par le graphisme de la couverture. Bien sûr, on a été dans le rayon qui nous intéresse. Donc, par exemple, si on écrit de la fiction, si on lit de la fiction, on va aller vers les romans. Mais une fois passé cette étape, on va regarder tous les livres, on va être attiré par une couverture, on va prendre le livre et on va lire le titre plus en détail. Après le titre, si le titre donne envie, effectivement, on va retourner et voir la 4e de couverture. Cette 4e de couverture, effectivement, il faut la travailler. Normalement, quand on est en auto-édition, on la travaille nous-mêmes. C'est normalement, au niveau de l'édition traditionnelle, le travail de l'éditeur, hein, c'est lui qui sait le faire le mieux. Donc, pour moi, si on est en auto-édition, le mieux, bah, c'est de faire plusieurs tests, de faire de chercher en fait la formule qui fonctionne le mieux et bah, de la faire relire à différentes personnes en disant voilà de quoi parle l'histoire. Est-ce que tu penses que, enfin, quel 4e de couverture tu aurais choisi? Heu, Laquelle te donne le plus envie d'acheter? Et comme ça va donc maximiser, mais bon, c'est comme tout, hein, la 4e de couverture, c'est un texte de vente. Et donc un texte de vente, c'est quoi? C'est un texte qui donne envie, au lecteur d'aller plus loin et d'acheter ton livre et ça, c'est pas inné et ça s'apprend, hein. Apprendre à écrire pour vendre, c'est, le copywriting, c'est le storytelling, c'est des mots, un peu, anglicisés et compliqués, mais c'est quelque chose sur lesquels il faut se pencher, hein, que ce soit d'ailleurs des auteurs auto-édités comme moi ou des auteurs qui veulent, être édités ou qui sont édités, comme toi, bah, faire la promotion de son livre et apprendre à vendre, c'est quelque chose d'essentiel si tu veux et ce serait difficile de décrire en vidéo là maintenant, quelles sont les étapes d'une bonne 4e de couverture. Mais, je dirais déjà de quoi parle le livre, qui est l'acteur principal du livre. Si c'est de la fiction, le personnage principal, donner un peu, comme dans toute histoire, la quête, du héros. Donc, si c'est de la fiction, bah, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que va être le drame? En gros, le retournement de situation. Et si c'est de la non-fiction, bah, qu'est-ce que va, trouver le lecteur dedans? Qu'est-ce qu'il va apprendre? Qu'est-ce qu'il va gagner à acheter ton livre? Et puis, le principal, c'est de transmettre des émotions. Parce que, si tu veux, peu importe, quel produit,
que ce soit un livre, une Barbie ou ou peu importe quoi. C'est pas l'objet factuel en soi qui va nous intéresser, c'est l'expérience qu'on va vivre avec cet objet et donc partager sur l'émotion que va nous faire vivre, cet objet, cette histoire pour le cas d'un livre, bah, ça va aider à vendre mieux. Je pense que, ce qui vend le plus, c'est de raconter une histoire, de partager des émotions et ça, en tant qu'auteur, on est les champions, donc il y a pas d'excuse pour, écrire un mauvais texte. C'est ça, c'est pour ça qu'on insiste sur le fait de parler du personnage, parce que c'est grâce au personnage qu'on peut aborder vraiment l'émotion. Alors, il y a deux écoles. Soit tu expliques un petit peu ce qui va arriver, tu t'expliques très brièvement le contexte pour qu'il y ait un point d'ancrage, parce que l'émotion, ça s'ancre dans quelque chose, c'est pas quelque chose qui sort comme ça du néant. Il te faut un point d'ancrage. Et ensuite, après, tu parles un peu de ce qui est arrivé ou de ce qui risque d'arriver. Plutôt ce qui risque d'arriver, c'est beaucoup plus vendeur parce que du coup, tu crées une attente. Ce qui risque d'arriver au personnage ou peut-être à deux personnages maximum, mais en général au personnage principal. Ou alors, il y a une autre école, mais là, il faut être vraiment sûr de soi et faut être vraiment béton dans l'écriture du côté stylistique, c'est de proposer un extrait du livre. Et généralement, c'est le début, c'est l'incipit qui est l'incipit pour les latinistes, qui est reprise en quatrième de couverture. Mais là, faut avoir un style qui est vraiment travaillé et avoir vraiment être capable de créer une ambiance très particulière en peu de temps. Et donc, c'est réservé aux auteurs un petit peu plus chevronnés. Mais Je voilà. pense oui, pourquoi c'est réservé aux auteurs chevronnés, c'est qu'en fait, ils ont déjà un nom et donc du coup, ce nom fait vendre et peu importe la quatrième de couverture, si tu veux, il y a déjà un certain nombre de personnes qui vont acheter le livre, parce que, c'est, Musso, parce que c'est Werber, parce que c'est Aurélie Vallogne ou peu importe quel auteur donc d'ailleurs, les derniers livres de Bernard Werber, je les ai pas forcément lus parce que j'aime plus trop le style qu'il a pris dans ses livres, mais ces dernières quatrièmes de couverture, c'est, 2-3 phrases, ou carrément, une simple question. Pourquoi il peut se permettre de faire ça? C'est qu'il a déjà son lectorat et donc du coup, bah, tu vas C'est pas acheter lui qui son fait livre ça en parce fait, c'est son éditeur qui fait ça. que son éditeur, C'est ouais, son éditeur qui c'est choisit de ça, faire ça. C'est pas sûr que ça aurait été son choix à lui. c'est pas Ceci sûr. dit, il faut bien séparer. Mais Et, en oui, Werber, bah, il a beaucoup de succès quand même. Enfin, moi, je suis pas une grande fan de ce qu'il écrit. Par contre, j'aime bien le bonhomme. J'ai suivi une masterclass avec lui et j'aime bien le bonhomme. Vraiment, c'est un mec qui est très sympa et il a des choses très intéressantes à dire. bah, Par moi, contre, je je suis pense pas fan de ses bouquins. Donc voilà. mais sa structure de l'histoire, par contre, est très intéressante, la Oui, manière dont il oui. structure ses textes. Ouais, après, il écrit pas super bien, mais par contre, il a des bons scénars. Et voilà. Enfin, c'est mon opinion personnelle, hein. Il y a des gens qui vont crier, ils vont dire ah, comment ça, il écrit pas bien. Et Ah! moi, je trouve qu'il écrit pas bien. Enfin, pour moi, c'est bâclé, mais voilà, voilà, c'est chacun. Il y en a pour tous les goûts, en fait. Et heureusement, hein, c'est ça qui est génial, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en off, si tu veux, l'idée c'est vraiment de trouver sa voie, son chemin ben, comme dirait, David, du groupe Facebook qu'on a lancé, bah, si tu veux, c'est trouver, ce qui fait vibrer, ton cœur, en fait, vibrer qu'est-ce que tu as envie de partager au monde? Parce que c'est ça aussi, l'écriture, si tu veux, c'est partager un peu, ce que tu as sur le cœur, une histoire que tu as envie de raconter ou une passion aussi qui te dévore. Par exemple, si tu écris de la fantaisie, de la romance ou d'autres choses, c'est de partager ton goût aussi, au lecteur. Mmh. Et plus tu seras proche de quelque chose qui te passionne, je pense, plus tu auras du succès, mais ça, après, c'est un autre débat. Après, il faut le mettre en forme et c'est pour ça qu'il y a des méthodes qui s'apprennent. Voilà. La passion n'est pas forcément immédiatement communicative parce que justement, il n'y a pas la présence directe, il n'y a pas la conversation, ce qu'on est en train de faire là.
où tu peux très bien me communiquer ta passion parce que je te vois et tu vois, j'ai ton regard, j'ai ton sourire, j'ai ton énergie qui est là, donc tu peux me parler de trucs dont j'ai jamais entendu parler et arriver à me communiquer ta passion. Mais Aussi, ouais. là, on a un bouquin, donc on a un objet inanimé qui est mort, qui est une chose, qui est posée là. Et que je peux décider, moi, lecteur, de refermer, même si je l'ouvre, de refermer à tout moment et de foutre dans un coin, de balancer. Il n'y a rien qui m'appelle là-dedans. Donc, pour communiquer ta passion par le biais d'une chose morte, il faut quand même que tu rentres dans certains critères, c'est-à-dire que tu t'occupes de comment ça va être reçu de l'autre côté, quels moyens tu as à ta disposition pour que le lecteur, justement, rentre dans ton monde et ait envie de te suivre. Et ça, c'est purement de la technique. Il y a une part de talent et il y a des grosses parts de technique. Mais les deux ensemble, ça va bien. Souvent, oui, mais après, c'est comme tout, ça s'apprend, si tu veux. C'est ce que je disais, en fait, l'un travailler sur le message, sur le fond, enfin, à qui il s'adresse, sur la forme, comme on disait pour le livre, pour la couverture, etc., ou une image sur les réseaux sociaux. Et puis, surtout, travailler sur l'émotion, parce que sans émotion, bah, la personne, comme tu dis, va refermer le livre, va quitter la publication sur Facebook, ou peu importe s'il n'y a pas d'émotion, de connexion avec le lecteur, de rencontre, en fait, bah, le message va passer à quelqu'un d'autre, quoi. D'accord. Mais ça, c'est un travail qui s'apprend sur le long terme. Et de toute façon, c'est comme tout, c'est un métier où il faut se former. Et on part d'un point A. Effectivement, il y en a qui ont plus de talent que d'autres. Et on arrive à un point B ou même un point Z pour faire tout l'alphabet. Et ça prend du temps avant d'apprendre tout. Et de toute façon, on Jamais n'apprend fini. jamais tout C'est jamais totalement. fini. Et c'est Ouais. ça qui est génial. Mais ouais, c'est merveilleux. C'est ça qui est génial. Et du coup, je vois beaucoup de. Je fréquente quelques groupes Facebook, à part le mien, et puis à part le vôtre que vous avez créé avec la bande d'amis là, de vendre plus de livres. Au passage, je vous conseille d'aller, les chers auteurs, si vous n'êtes pas encore allés sur vendre plus de livres, je vous conseille d'y aller, parce qu'en particulier tous ceux qui sont en auto-édition, parce que c'est une vraie mine. Pour tout ce qui concerne l'auto-édition, vous aurez tous les conseils et tout le soutien que vous pouvez y trouver par des gens compétents qui savent de quoi ils parlent et qui vont vous répondre précisément. Donc, c'est précieux. Ne vous privez pas de ce secours. Ça peut vraiment vous faire gagner beaucoup de temps. Et je vois dans beaucoup de groupes, parenthèse fermée, je vois dans beaucoup de groupes des gens qui posent des questions en disant bon, je connais un peu Photoshop, donc je vais faire ma couverture moi-même parce que je préfère et puis ça me coûtera moins cher, mais je ne sais pas où je peux trouver des images gratuites. Et il y a des gens répondent et ils disent eh bien, tu vas sur Canva, tu as des modèles qui sont tout prêts et donc tu vas télécharger les photos qui sont dans la barre sur le côté, etc. Et effectivement, Canva, c'est un super outil. Moi, je l'ai utilisé très longtemps pour faire les illustrations de mon blog, par exemple. J'utilise encore pour faire des trucs de temps en temps ou pour faire des présentations, l'équivalent des PowerPoint ou des choses comme ça. Je fais ça sur Canva, c'est vraiment un super outil. Mais par contre, j'aurais tendance à le déconseiller fortement pour tout ce qui est couverture de livres, en particulier avec tout ce qui est outils gratuits et toutes les photos de stock qui sont déjà là. Pourquoi? Parce qu'elles sont utilisées par des milliers de personnes en même temps. Et donc, ça m'est arrivé de voir une couverture de livre qui avait été faite sur Canva avec un titre, le nom d'un auteur, et puis 3 jours plus tard, dans un autre groupe, de voir une couverture de livre. C'était la même image, mais ce n'était pas le même livre, ce n'était pas le même auteur, mais c'était la même image. Et visiblement, les deux avaient trouvé que l'image était belle. Donc, peut-être qu'il faut quand même si je comprends qu'on ait envie de faire soi-même, il y a aussi quelque chose de bien à faire soi-même, c'est aussi un aboutissement de faire de A à À Z faire toutes les ce bel objet. Enfin, voilà, c'est une démarche aussi, hein, je comprends, hein, c'est vraiment très intéressant. Mais je déconseille fortement de ne pas investir quelques euros, c'est pas forcément très cher, de ne pas investir quelques euros, au moins pour acheter une image originale qui ne sera pas utilisée par quelqu'un d'autre, soit carrément pour autre chose, parce que là, vous perdez complètement le sens de ce que vous avez fait, soit pour un produit identique, et c'est encore pire parce qu'il y a une confusion qui est semée. Et surtout, si vous avez
Si vous avez vraiment, si vous reste 100 balles, une fois que vous avez rémunéré la personne qui a fait la correction orthographique de votre livre, si vous faites appel à un professionnel, eh bien, mettez-les dans une couverture originale par quelqu'un qui va connaître son métier et avec qui vous allez pouvoir discuter. C'est-à-dire qu'on discute avec le graphiste. Il est capable en fonction de ce qu'on lui dit, de ce qu'on veut mettre, de qui on veut attirer, il est capable de nous pondre la couverture qui va bien pour ce que nous, on veut faire. Et donc, il ne faut pas se priver de ça parce que c'est la première chose qu'on voit de votre livre, c'est la couverture. Et si la couverture est à chier, eh bien, vous ne la vendrez pas, ce livre. Même si l'intérieur, même si l'histoire est merveilleuse. C'est le packaging. Hein. Alors, il faut s'inspirer. On parle de com, donc c'est le bon moment pour dire ça. Mais si vous voulez une recette de quelque chose qui marche, que ce soit dans n'importe quel domaine, c'est très simple. Vous regardez ce que font les gens du marketing. Je ne suis pas une fan du marketing. J'en ai marre qu'on essaye de m'emballer un tas de trucs pour me vendre des choses absolument dont je n'ai pas besoin. D'accord. Mais quand je cherche une méthode qui marche, je regarde comment s'y prennent les gens du marketing. Parce qu'ils ont, eux, un moteur puissant pour savoir comment faire pour arriver à leur fin. Et ils ont tout un tas de personnes et de petites mains qui sont là pour décortiquer les dernières études de neurosciences, de machin et tout. Ils savent exactement comment on fonctionne au niveau émotionnel, les connexions qui se font dans notre cerveau, etc., etc. Et quand les gens du marketing appliquent une méthode, vous pouvez être sûr qu'elle marche. Donc, vous pouvez faire la même chose. Et quand on essaye de vous vendre quelque chose, on regarde bien en amont de la mise sur le marché, on regarde à quoi ça va ressembler, quel est le packaging et qu'est-ce que le packaging va susciter comme envie d'achat ou pas. Et ça, c'est une étape qui, pour un livre, alors qui est normalement le boulot d'un éditeur, si vous passez par une maison d'édition et que les éditeurs maîtrisent très bien, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais si vous êtes en auto-édition, vous êtes perdu avec ça. Et vous risquez de passer à côté de beaucoup de lecteurs, et beaucoup de lecteurs risquent de passer à côté de votre bouquin, du coup, si vous ratez cette étape-là. Donc, ça vaut vraiment le coup de mettre 100 balles, 150, 200 balles, ce que vous avez, ou de trouver un deal avec quelqu'un. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à proposer, mais essayez au moins d'avoir le point de vue et la compétence de quelqu'un qui est professionnel dans ce domaine. C'est très, très important. Voilà. Tu veux... Très important. Ouais. Oui, parce que moi, tu vois, j'ai travaillé en tant qu'architecte d'intérieur, plus généralement sur le design global. Donc, qu'est-ce que c'est le design global? C'est de travailler du plus large pour arriver au plus petit. Donc, mon métier, c'était de travailler avec les architectes, donc l'ensemble, hein, tout le bâtiment, de travailler l'intérieur, de travailler la circulation du client, mais de travailler donc aussi sur la signalétique, sur le mobilier, sur le packaging du produit, par exemple sur le logo, le branding de la marque, sur euh, tout l'aspect en général de ce business. Si on prend par exemple un salon de coiffure, je travaillais autant sur le mobilier pour le coiffeur que sur son logo ou sur son flyer qu'il va distribuer sur les marchés le samedi. Donc, travailler sur l'ensemble, sur le global, c'est vraiment très important pour créer en fait une marque. On appelle ça le personal branding en anglais, donc créer sa marque personnelle, entre guillemets. Et donc, quand on est auteur, en fait, que ce soit en maison d'édition ou en auto-édition, la marque, c'est nous-mêmes. Nous sommes notre marque. Et donc, du coup, il faut travailler dessus. Et pour les couvertures de livres, c'est très important. Alors, ça passe par la couverture de livres, passe par exemple, Ken Follett, il a toujours la même manière d'écrire son nom sur donc la typographie sur son livre. Il y a aussi, si on écrit une série, d'avoir une continuité dans l'aspect des couvertures, mais effectivement, la couverture, les chiffres varient toujours selon les études. Il y en a qui disent 80% de l'impulsion d'achat. Je pense qu'il ne faut pas exagérer non plus.
mais je dirais que entre 30 à 50% de l'impulsion d'achat passe par déjà la couverture, par le nom de l'auteur, hein, sa renommée. Donc, c'est pour ça que c'est important de travailler sur le personal branding. Et puis, bah, après, sur le titre. Pourquoi? Parce que le titre, c'est ce qui va faire quand que tu vas retourner le livre, aller feuilleter plus loin. Par exemple, j'ai oublié le livre de Giordano. Le titre, c'est quoi? C'est Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Euh, Ce livre, je l'ai lu. Pour moi, il est très mal écrit, mais le titre est excellent. Il donne vraiment envie d'aller plus loin. Et donc, je pense que une grande partie du succès de ce bouquin tient dans le livre et dans la promesse qu'il donne, en fait, de commencer une seconde vie quand tu auras compris que tu n'en as qu'une. C'est excellent comme titre. Donc, ouais, travailler sur un bon titre et puis effectivement, bah, comme tout le reste, comme on a parlé tout à l'heure, que ce soit la couverture ou pour la correction, que ce soit la mise en page, etc., passer par des professionnels si c'est possible, ce sera toujours mieux que de le faire soi-même. Même moi, qui suis graphiste indépendant, et je pense que je commence à avoir assez de bouteilles après en avoir fait plus de 300. Je ne ferai pas moi-même ma propre couverture de livre. Pourquoi? Parce que je suis trop impliqué émotionnellement dans mon livre et je n'ai pas les clés en main pour savoir à qui réellement il va s'adresser, même si j'ai étudié le marketing, le copywriting, la vente, même si je connais le graphisme, même si je sais exactement de quoi mes lecteurs souhaitent lire, je ne vais pas pouvoir créer ma propre couverture moi-même parce que je suis trop impliqué émotionnellement et je vais vouloir certains types de couverture alors que ce n'est pas forcément celle qui correspond le mieux à mon lectorat. Donc pour moi, ça c'est vraiment très important. Mais après, effectivement, si on n'a pas le budget et qu'on commence de zéro, voilà, moi j'ai commencé, j'étais au RSA, donc j'avais pas de quoi payer un graphiste, un correcteur ou quoi que ce soit. Bah, essayer de pousser la perfection de son livre au maximum qu'on peut faire par nous-mêmes. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire se former, en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'on peut arriver à tout, bien sûr. Si moi je suis graphiste de métier, j'ai payé des études pour le faire, hein, architecte d'intérieur et designer global, mais j'ai payé pour ça, j'ai payé 4 ans, 5 000 euros. Donc, bah, j'ai acquis ces compétences et c'est comme ça que ça marche. En fait, on ne peut pas y arriver sans se former et surtout sans passer à l'action. Mais en tout cas, oui, commencer par Canva, commencer, c'est très bien. Et le plus important, à mon sens, c'est effectivement, comme tu dis, de regarder là où ça fonctionne. Donc, bah, par exemple, pour les livres, aller sur le classement top 100 d'Amazon ou celui de la Fnac ou peu importe quelle autre boutique, ou aller dans sa librairie de quartier et de regarder bah, les livres qui sont mis en avant, lesquels se vendent le mieux et bah, quelle est la couverture qui fonctionne, qui attire le lecteur. Avec la couverture, il y a Voilà, aussi le nom de l'auteur, là, mais dans ce cas-là, mais bon, on peut regarder quand même. et le nom d'auteur. Ah, Ah, allô? je t'ai perdu. Ah, non, voilà, te revoilà. Ah, il y a eu que la connexion n'est pas stable, on Il y a dirait. eu un freeze. Ouais, Ouais. carrément. Eh ben, ça fait presque 1 heure qu'on discute, hein. Ah Ah, ouais, la c'est ça. connexion est instable, me dit-il. Bien, De mon côté, ça va. ça va? Ouais. Ok, bien, bah, Est-ce super. que tu veux que je rentre plus dans le détail dans la couverture ou qu'on continue sur d'autres sujets? Non, non, mais là, je pense que c'est assez pour une première fois déjà. C'est déjà pas mal, c'est déjà un peu d'infos. Non, qu'est-ce qu'il y a d'autre que tu pourrais dire sur le sujet de la com des auteurs? Bah, je pense qu'on a vu On avait les, des choses déjà. Je vais les voir. bases, ouais. Pardon, vas-y. Ouais, donc je pense qu'on a vu les bases. Donc après, c'était plutôt toi, par exemple, tout à l'heure, tu me disais le blogging, tu trouvais ça
un peu trop complexe quand on débute, etc. Tu penses qu'on a assez traité le sujet au début? Ah oui, moi je pense que oui, il y a aussi beaucoup de gens qui se demandent s'ils doivent créer un blog pour partager leurs écrits, pour être visibles. Souvent, comment être visible? Si je crée un blog, je crée une vitrine, donc je vais être visible. Ben non, parce que le blog, dans la grande jungle d'Internet, il y en a des milliards. Donc, si vous voulez être visible, c'est pas parce que vous aurez un blog que vous serez visible, c'est parce que vous allez travailler d'arrache-pied le référencement, que vous allez vous montrer partout. En gros, vous créez le blog, c'est déjà un certain boulot technique. Il faut déjà pas avoir peur de mettre les mains dans le cambouis si vous voulez que ça soit joli, mais c'est tout à fait faisable en prenant son temps. Mais ensuite, vous allez passer votre temps à faire ça comme ça. Ouh, je suis là, je suis là, je suis là, parce que votre blog, il sera sur la toile, mais personne ne le verra, personne n'y aura accès, il y a personne qui va venir le voir. Donc, vous allez bosser pour rien, et c'est beaucoup de boulot pour très peu de résultats. Donc, soit vous voulez vous engager dans une carrière de blogueur, et à ce moment-là, bah, vous êtes bien obligé de mettre les mains dans le cambouis, soit c'est juste pour avoir une vitrine, et il y a peut-être d'autres moyens d'avoir une vitrine dans ce cas-là. Il y a pas mal de plateformes, non? Il y a Scribd, il y a Wattpad, il y a Scrivener, non, Scrivener, c'est un logiciel d'écriture. Il y a Librinova qui propose aussi des choses. Enfin, il y a pas mal Mon d'endroits. best-seller. Mon best-seller, voilà, c'est ce que je cherchais celui-là. Tu les as un petit peu regardés, ces plateformes? Qu'est-ce que tu conseillerais, toi? Bah, moi, j'ai fait très peu de ces plateformes parce que enfin, j'ai fait mon best-seller qui marche plutôt bien, hein, d'ailleurs. Je pense que j'ai toujours un livre dessus, je suis pas allé voir, mais je sais que de temps en temps, il continue de me rapporter des lecteurs à ma liste email, alors que je l'ai publié il y a peut-être il y a 2 ans, 2 ans et demi, donc c'est pas énorme, hein, mais de temps en temps, il y a quelqu'un qui vient par ce biais, donc c'est possible. Mais effectivement, le blogging, c'est quelque chose, si tu veux, qui est très intéressant dans le sens où si on fait le travail correctement, c'est-à-dire qu'on travaille son référencement, on peut être bien référencé sur Google, et donc bah, c'est une machine qui est en place, qui travaille pour nous. Mais c'est comme on disait tout à l'heure, comme pour tout, il faut se former pour que ça fonctionne bien, ou il faut payer quelqu'un pour le faire. Et donc là, on arrive à un autre niveau. Et en fait, le blogging, moi, j'ai quasiment arrêté, même s'il continue de me rapporter des lecteurs et des ventes, hein. Je suis à peu près à 3000 lecteurs par mois sur mon blog, donc c'est plutôt pas mal. Mais pour le temps que j'y ai passé, j'y ai republié tous mes articles, enfin toutes mes newsletters, etc. Je pense que c'était pas si rentable que ça par rapport au temps investi. Donc c'est pour ça que si on n'est pas formé, moi je me suis formé un peu, mais pas assez sur le référencement, où il faudrait que je paye quelqu'un pour le faire mieux, et j'ai pas envie, j'ai pas envie de dépenser de l'argent pour ça, ni du temps. Euh, Ouais, donc du coup, ça prend énormément de temps, et le mieux, c'est, bah, comme tu dis, de partir de quelque chose de simple, de partir de quelque chose qui nous plaît, et je pense, le coupler avec une mailing list. Moi, j'ai fait dernièrement, même pas sur ma propre page Facebook, même pas sur mon propre groupe, j'ai publié donc dans un groupe qui est un groupe de partage sur l'auto-édition, donc un ancien email que j'avais envoyé à ma liste, et j'ai eu 432 abonnements sur ma liste email en ayant passé 3 minutes à faire cette publication sur le blog. Donc, c'est des chiffres qui sont assez exceptionnels, même pour moi, c'est un record, mais c'est tout c'est tout pour dire qu'en fait, si tu travailles sur le message, tu travailles sur bah, où tu publies. Moi, j'ai publié sur un groupe qui sont des auteurs qui sont intéressés à l'auto-édition. Donc, tu publies sur un endroit où les gens sont intéressés par le sujet.
que tu travailles ton message correctement et que tu fais un appel à l'action vers ta newsletter, bah, tu vas avoir des nouveaux lecteurs. Après, il faudra les fidéliser avec du contenu un peu plus travaillé sur ta newsletter, etc. Mais une certaine partie de ces lecteurs de newsletter vont finir par devenir des clients de mes livres ou de mes produits ou de mes coachings, etc. Donc, du coup, je pense que c'est pas quelque chose de si compliqué. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que plus on travaille de manière simple, plus on fait un système, on met en place un système pour nous qui nous plaît, qui est simple à mettre en place, qui, qui marche, ben, il n'y a plus qu'à dupliquer en fait. Et, bah, voilà, là, c'est le constat qui est fait, c'est que je publie sur des groupes qui ne sont pas les miens, donc je n'ai pas à les animer. Je publie quelque chose qui intéresse les gens de ce groupe et généralement, j'ai pas 432 inscrits à ma liste email, c'est plutôt entre 10 à 70 personnes, par publication, mais ça fonctionne extrêmement bien pour moi. Donc Mais c'est quand même assez je étrange pense pour une fourmi, parce qu'une fourmi, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, non? ouais. Non, c'est surtout une personne qui travaille en société, en fait, c'est ça le plan, c'est de travailler avec les autres. D'accord, je comprends mieux. Mais, mais pour moi, ouais, vraiment, c'est ça, c'est de se dire que notre travail principal, et c'est ça que j'avais oublié, hein, on en a parlé en début de cette interview, notre travail principal, c'est d'écrire. Plus on va écrire, plus on va s'améliorer, et plus nos livres vont se vendre aussi, parce qu'avec le temps, ça va faire boule de neige, notre communauté va grandir, les lecteurs vont arriver, etc. Donc, le principal, c'est de trouver un système d'acquisition, de fidélisation et de vente qui soit extrêmement simplifié et qui nous permettent de dégager du temps pour écrire ou pour faire d'autres choses qui nous plaisent dans la vie, plutôt que du marketing, du blogging ou des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire, quoi. Tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec ça. Less is more, disent les Anglais. Le moins, c'est le plus. Voilà. Moins Et tu te là, casses la tête et c'est plus tu as le temps de faire ce que tu aimes. Miles Van der Rohe qui a écrit cette phrase. C'était un architecte qui a travaillé au temps des modernes, donc vers la fin des années 1900, mais qui avait une architecture qui était extrêmement épurée. Par opposition à ce qui s'était fait avant. Ouais, C'est ça. d'accord. Bon, faut pas tomber dans le stalinisme non plus, hein, mais parce que l'architecture, il y a des choses qui sont un peu ratées. Mais C'est bon, ça. voilà, faut un juste Mais milieu. c'est pas forcément pour less, même dans le contenu, ça peut être extrêmement less, même si le bouquin il fait 900 pages. Mais c'est less dans la philosophie aussi de vie et la manière de. Je dis pas que je suis minimaliste, hein, j'ai plein de bordel chez moi, mais l'idée c'est de retrouver ce qui est important pour nous-mêmes. Et moi, c'est ce que j'avais perdu quand j'étais architecte d'intérieur avec cette histoire de mes clients et de mon micro-burnout, c'est de perdre ce qui me passionne. Et je pense que ce qui passionne la majorité des auteurs, c'est d'écrire leurs livres et leurs histoires, pas de faire la promotion de leurs livres. Et donc, du coup, bah, il faut trouver un système, une méthode qui nous plaît à nous et qui nous permet bah, de partager nos écrits. Je pense que c'est ça qu'on veut tous, au fond, c'est pas être millionnaire du livre, c'est de partager ce qu'on a envie de partager avec nos livres. Et pour ça, le mieux, c'est de travailler à un système minimaliste, à mettre en place un système minimaliste qui travaille pour nous et pas qu'on travaille pour lui sans s'arrêter et que finalement ça nous bouffe plus de temps que l'écriture de notre bouquin, ce qui m'était arrivé à moi encore une fois. Et du coup, ouais, c'est ça que je dis, faire. Parce qu'on devient fragile quand on travaille beaucoup comme ça sur des trucs qui marchent plus ou moins bien, on devient extrêmement fragile. Si on essuie un revers ou si quelqu'un nous envoie une vanne et qu'on on est à la merci de n'importe quel coup de blues, et c'est très mauvais, quoi. Donc il vaut mieux se préserver. C'est une façon de se préserver, clairement. Mm, effectivement. Mais tu vois, c'est comme toi avec ton groupe Facebook, finalement, tu as
vraiment recentrer ton travail autour de ce groupe. Tu fais uniquement ce groupe. Tu cherches à partager autour de ce groupe et à faire connaître ce groupe. Et ce qui se passe, c'est que bah, toute ton énergie est focalisée exclusivement sur ce groupe et sur l'écriture de ton livre. Tu n'as plus besoin de penser à autre chose. Donc, du coup, tu as l'esprit clair pour travailler sur ton livre et tu as beaucoup plus de résultats sur ton groupe Facebook qu'en étant éparpillé sur des millions de réseaux sociaux ou des millions de façons de promouvoir ton travail, tout simplement parce que quand on travaille en fait sur trop de choses en même temps, on disperse son énergie, son temps, ses ressources, son argent sur énormément de points et donc on ne devient jamais bon en fait dans ce qu'on fait. Le On ne groupe devient aussi, c'était jamais aussi une excellent. façon de retrouver un peu d'interactivité parce qu'il y a un phénomène qui est bien connu de tous les auteurs, c'est la solitude, puisque tu écris, tu travailles tout seul hein, la plupart du temps. Et le blogging, c'est un peu l'illusion de se dire, ben voilà, je suis plus tout seul, comme ça j'écris pour des gens. Sauf que tu sais pas vraiment pour qui tu écris. Il y en a 3 qui te lisent alors que tu as passé 3 jours à pondre un article et tu n'as même pas la moitié d'un commentaire. Et au bout d'un moment, tu te dis, mais ça sert à rien ce que je fais. Clairement, ça ne sert strictement à rien. Alors que en animant ce groupe Facebook là, qui est très dynamique, vraiment, je suis très contente de ça. Il se passe plein de choses intéressantes sur ce groupe. Eh bien, je retrouve une interactivité avec les gens. On discute, on plaisante, on échange des infos, des ressources, on fait des exercices d'écriture, des trucs. C'est pas forcément d'une haute portée intellectuelle tout le temps. On s'autorise à être chacun avec notre propre personnalité. Et c'est super sympa. Et il y a une vraie dynamique qui se crée avec ça, une vraie communauté. C'est-à-dire, il y a des liens qui sont en train de se faire entre des gens. Il y a la confiance qui naît. Et il y a quelque chose qui est sympa. Moi, le matin, quand j'allume l'ordinateur, le premier truc que je fais, je ne lis plus mes mails maintenant. Le premier truc que je fais, je vais dans le groupe et je vais voir ce qui s'est passé pendant que j'étais pas là. Et mes mails, je les ouvre beaucoup plus tard, parce que ça m'intéresse beaucoup moins, du coup, tu vois. Bah, Et maintenant, voilà, quoi, il y a un vrai quelque chose. En plus, on est confinés, nous, encore à La Réunion, encore en ce moment. Moi, j'habite à La Réunion, on est encore confinés. Et puis, bon, même si on peut aller un peu vivre notre vie, c'est quand même pas tout à fait pareil. Et puis, ça fait quand même 2 ans qu'on a une vie très, très lourde de ce niveau-là. C'est-à-dire que du côté reste chez toi et ferme ta bouche et fais ce qu'on te dit, on n'est quand même pas aidé. Donc, avoir un endroit où tu peux être toi-même et échanger avec d'autres, et puis voilà, et tout va bien, et on ne te dit pas, oui, mais il faut être 6, il y a des mesures barrières, il y a ceci, il y a cela. Et s'il y a 250 personnes et que tout le monde veut lever le pouce en même temps, tout le monde lève le pouce en même temps et personne n'y voit aucun inconvénient. Donc, c'est vraiment un espèce d'espace de liberté en ligne, du coup. Donc, voilà, c'est aussi pour ça que j'avais créé ce groupe. Et je pense que d'ailleurs, c'est une très bonne je me solution. prépare parce que j'ai un live dans une demi-heure, je dois faire un live dans le groupe. Et donc, je prépare un petit peu. Et je pense Ça marche. on va parler du syndrome de l'imposteur parce que c'est aussi quelque chose qui, qui gêne beaucoup de personnes qui débutent, qui ne se sentent pas trop à leur place, ou plutôt qui se sentent à leur place, mais qui ont peur du regard des autres, ou enfin c'est assez compliqué cette histoire-là d'imposture qui n'en est pas une. Donc on va décortiquer un peu ça ensemble, et puis je vais donner 2-3 recettes pour s'en débarrasser, et puis le remplacer par autre C'est chose top. de beaucoup mieux. Voilà. Un peu de Donc, confiance en soi. à moins que tu aies de nouveau des choses encore à dire, c'est le moment de... Non, je pense que c'est bon, hein. Ça va être trop long après. Non, ça va, on reprend 2 s'il faut. Ou si on a... Alors, je vais le diffuser justement dans le groupe et peut-être qu'il va y avoir des questions à la suite de ça. Donc, du coup, ben, je reviendrai vers toi. Et puis, Ouais, pas de problème, là. on étale le retour. Pas de problème. Ça marche. De toute façon, après, comme je suis dans ton groupe, je pourrais interagir aussi dans les commentaires. Voilà, tu pourras répondre directement peut-être. Voilà. Ouais, Je mettrai le c'est lien vers chouette. vendre plus de livres parce que je pense qu'il y a beaucoup des auteurs qui sont là. Je l'avais déjà partagé ce lien, mais je pense qu'il y a beaucoup des auteurs qui sont là, qui connaissent, mais il y en a peut-être quelques-uns qui ne connaissent pas et ça peut être vraiment une bonne ressource pour tout ce qui est auto-édition. Il y a une bonne équipe. Voilà, D'ailleurs, faut qu'on s'y remette. c'est ça. Allez au Faut boulot. qu'on s'y remette.
Merci Ethan, merci beaucoup pour cette Merci, ouais. conversation Merci, Vi. chaleureuse. Et puis, Pareil, on se retrouve de l'autre côté alors. ça marche. À bientôt. À bientôt. Au revoir Ethan. Au revoir. Est-ce que c'est ça?